Bienvenue dans le monde du sport automobile avec deux protégés qui font preuve d'une habileté chaotique mais magistrale. Ils ont dominé 2 générations, ce qui a donné lieu à des rumeurs qui ont existé et prévalu pendant des années au cours de leur carrière. Voici l'histoire de la prétendue querelle entre Tony Stewart et Dale Earnhardt. Nous allons nous pencher sur leurs histoires chaotiques pour vous aider à comprendre les raisons de cette rupture. La querelle, dès son plus jeune âge, Dale Earnhardt est un pur talentueux pilote de stock car. Son père, Ralph Earnhardt, était l'un des meilleurs pilotes de short track de Caroline du Nord dans les années 60. C'est en naissant à cette époque et dans cet environnement que Dale est tombé amoureux des courses de stock cars. Ses talents innés ont été découverts pour la première fois lorsqu'il avait 12 ans. Le jeune Dale a secrètement conduit la voiture de son père lors d'une de ses courses et a presque gagné la course contre les rivaux de son père. Étonné et choqué par le talent de son fils, Ralph a décidé d'entraîner son fils pour qu'il poursuive son héritage. En moins de 10 ans, Dale s'est déjà mesuré à son père lors de compétitions. Conscient des dangers et des prix que les coureurs doivent souvent payer, Ralph a tenté de décourager Dale de faire carrière dans la course automobile. Mais Dale était trop riche en compétences et en talent, et aussi en détermination à conquérir les pistes ovales. Dale a abandonné l'école secondaire pour poursuivre ses rêves à plein temps. Voyant sa détermination, Ralph l'a à nouveau entraîné. Mais il était très dur avec Dale, plus strict dans son entraînement, comme pour s'assurer que Dale soit toujours assez discipliné pour être prudent sur la piste. Quoi qu'il arrive, pendant toute la durée de son entraînement, Dale a acquis une meilleure maîtrise de ses compétences. Bien que ses compétences semblent agressives, elles lui ont toujours ouvert la voie sur les pistes. Ralph eut bientôt une crise cardiaque et finit par décéder. La mort de Ralph a été difficile à vivre pour Dale, qui admirait son père et voulait toujours faire ses preuves. Mais avec la mort de son père, il a eu l'impression que Ralph ne voyait pas ce que Dale pouvait accomplir. Néanmoins, Dale continue à s'élever. Il a transformé la douleur et le chagrin causés par la mort de son père et ses accomplissements non résolus en un véritable courage. Et en un rien de temps, il a commencé à dominer les pistes. Ses méthodes de course agressives mais habiles lui ont valu le nom de The Intimidator, l'intimidateur. Il possédait des compétences authentiques et n'était jamais prêt à faire des compromis. C'est ainsi qu'il a gagné en prestige et en respect sur les pistes, et qu'il s'est attiré de nombreux fans et supporters. Bien qu'il ait été surnommé l'intimidateur et qu'il ait toujours gagné toutes les courses ou qu'il ait eu le dessus sur les pistes, de nombreux coureurs l'admiraient. Tony Stewart était l'un de ces coureurs. Tony, comme Dale, était un protégé. Ses méthodes étaient assez semblables à celles de Dale, mais nouvelles. Tony a toujours admiré Dale, mais il n'a jamais été effrayé ou intimidé de le défier sur les pistes. À 29 ans, il était déjà reconnu par Dale. Lors de la compétition Gatorade TwinCent 25S Series de 1999, où il a commencé sa carrière en Coupe NASCAR. Il a fait preuve de courage en se battant contre Dale pour la tête dans les derniers tours. Bien que Dale l'ait emporté, Tony a impressionné non seulement le public, mais aussi Dale lui-même par sa performance. Dale a découvert son talent et lui a donné des conseils sur la course. Ces conseils ont été pour lui comme des actes de mentorat, car il venait de quelqu'un qu'il admirait et respectait. Dale et Tony n'appartiennent pas à la même génération, mais ils sont tous deux devenus des protégés et des dominants à leur époque respective. Dale appartenait à la génération de l'âge d'or de la NASCAR. Ses talents de pilote étaient des performances à voir. D'autre part, Tony appartenait à la nouvelle génération de NASCAR, avec de nouvelles avancées et la transformation des anciennes méthodes en nouvelles. Ses compétences de pilote avaient leur propre style, incorporés au style et aux méthodes de Dale. Ces éléments formaient un nouvel ensemble de compétences et de méthodes pour dominer les pistes. À l'époque, on l'appelait souvent le protégé de Dale et la rumeur voulait qu'il reprenne l'héritage de Dale. Tony reconnaît que Dale a posé les bases et a ébloui le public par ses performances et ses compétences. Il s'est inspiré de ses performances pour incorporer certains styles et compétences dans ses méthodes et tactiques. On peut considérer qu'il s'agit là d'une façon de perpétuer l'héritage de Dale, mais ce n'est pas une définition de lui-même.
L'influence de Dale a touché tous les coureurs de l'époque. Le fait d'être au sommet de cet âge d'or a ouvert la voie à d'autres coureurs pour dominer la nouvelle ère. Ainsi, protégés par des générations différentes, mais en concurrence directe et féroce dans chaque compétition. Tony et Dale sont devenus des rivaux. Leur compétition étincelle que tous les spectateurs attendaient avec impatience. Avec des styles similaires et toujours empreints d'agressivité, le duo s'est toujours livré à des batailles acharnées sur les pistes. Rapidement. La rumeur a voulu qu'ils soient rivaux sur le plan professionnel et ennemis en dehors de la piste. Mais le fait d'être concurrents est-il synonyme d'animosité l'un envers l'autre? Voyons cela de plus près. Des spéculations qui ont abouti à des événements réels. Plus souvent qu'à leur tour, Dale et Tony ont fait l'objet de rumeurs selon lesquelles ils étaient mentors et protégés. Cependant, aucun d'entre eux n'a fait de déclaration officielle à ce sujet. Au contraire, leur respect mutuel est évident, qu'il s'agisse de conseils partagés ou de batailles loyales. Miles Ferris, sur les pistes. Cela montre qu'ils reconnaissent les forces et les compétences de chacun et qu'ils rivalisent d'authenticité, faisant preuve de respect l'un pour l'autre. Cependant, les gens spéculeront toujours lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils connaissent peu. Tony et Dale n'ont jamais eu de querelle officielle. Cependant, ils étaient rivaux. Leurs batailles ont pu être mal comprises en raison de leur style de course, ne faisant jamais de compromis, quoi qu'il arrive, et étant agressifs sur les pistes. Par conséquent, leur relation a toujours été mal comprise et on a dit qu'il y avait des disputes agressives entre eux en dehors des circuits. Mais cela n'a jamais été le cas. Leur relation était purement professionnelle, avec un profond respect pour les compétences de chacun. Tony a suivi les conseils de Dale, qu'il a intégrés à son style, dominant ses circuits et sa génération. Stewart a passé la majeure partie de sa saison de débutant à épater la galerie, sa voiture étant souvent dans le top 5. Sa carrière en Coupe NASCAR commence sur les chapeaux de roue. Il remporte 2 pole positions sur des circuits courts et établit le record de victoires pour un débutant. Avec 3 victoires à Richmond, Phoenix et Homestead, il établit le record de victoires pour un débutant avec 3 victoires à Richmond, Phoenix et Homestead, dépassant le record de Davey Allison établi en 1987. Il termine sa première saison de coupe avec 3 victoires, 12 top 5, 21 top 10, 2 poles et un seul DNF. Il a également mené 1226 tours avec une moyenne de 10,26 et une 4e place au classement des points, ce qui en fait le meilleur classement d'un débutant de l'ère moderne, seulement dépassé par James Hilton, qui a terminé 2e en 1966 alors qu'il était débutant. Tony était déjà un pilote talentueux doté de compétences innées en matière de course, comme Dale. Cependant, l'incorporation par Tony des prouesses de Dale en matière de course les a liés l'un à l'autre. Par conséquent, leur bataille de course opposait 2 rivaux qui tentaient de dominer les pistes, l'un embelli par les compétences de l'âge d'or, et l'autre, exhibant ses compétences de l'âge d'or, mais avec des touches de nouvel âge et de modernité, ont en quelque sorte suscité des spéculations de différentes sortes et formes. De plus, un incident est venu renforcer ces spéculations. Dans l'une de ces féroces batailles de course, Stewart a pris un départ effrayant pour la saison 2021. Lors de la Daytona 500, il a été impliqué dans un accident impliquant 18 voitures aux 173 tours. L'accident a commencé sur la ligne droite arrière et a également touché Bobby Labonte et son frère Terry, Rusty Wallace, Steve Park, Jason Leffler, Jerry Nadeau, Buckshot Jones, Andy Houston, Ward Burton, Mark Martin, ainsi que plusieurs autres coureurs sur la même piste. Mais c'est Stewart qui a le plus souffert, car sa voiture a reculé après avoir été percutée par Ward Burton. Celle-ci pousse Robbie Gordon, fait 2 tonneaux en plein vol, accroche le capot de Bobby Labonte et s'arrête dans le champ intérieur. Stewart a été transporté au Halifax Medical Center après s'être plaint d'une gêne à l'épaule. Son accident a été largement éclipsé par l'accident mortel de Dale Earnhardt dans le dernier tour. Stewart se rétablit et remporte 3 autres courses à Richmond, Infineon et Bristol, comme il l'avait fait auparavant.
Il a couru près de la tête pendant la majeure partie de la saison. Cependant, son mentor et rival officieux n'était plus. Au début, lorsqu'il était à l'hôpital, on l'a amené dans la même chambre que Dale, mais il était inconscient et dans un mauvais état. Avant cela, Tony était sur son lit d'hôpital, pensant à la mauvaise journée qu'il passait. Mais lorsqu'il a vu l'état de Dale, il a su que sa journée n'était pas si mauvaise que cela, comparé à ce que Dale traversait. Lors de la Daytona 500, à Daytona International Speedway, le 8 février 2001, Earnhardt a été tué dans un accident impliquant 3 voitures dans le dernier tour de la course. Il s'agit du même accident de compétition et de piste que celui dont Tony a été victime. Dale est entré en collision avec Ken Schroeder après un léger contact avec Sterling Marlin et a heurté de plein fouet le mur extérieur. Au moment de l'accident, il bloquait Schroeder à l'extérieur et Marlin à l'intérieur. Les voitures d'Earnhardt et de Schroeder ont glissé hors de l'asphalte du circuit, s'inclinant dans l'herbe à l'intérieur du virage 4. Quelques secondes plus tard, son pilote Michael Waltrip a remporté la course, son coéquipier et fils d'Earnhardt, Dale Earnhardt Jr., termine deuxième. Cependant, Dale a été déclaré mort au Halifax Medical Center à 17h, heure normale de l'Est, à l'âge de 49 ans. Mike Helton, président de NASCAR, a confirmé le décès d'Earnhardt dans une déclaration à la presse. L'autopsie pratiquée le lendemain a conclu que Dale avait subi une fracture basilaire du crâne qui lui avait été fatale. 4 jours plus tard, le 22 février, les funérailles publiques de Dale ont eu lieu à l'église Calvary de Charlotte, en Caroline du Nord. L'accident de Dale a déclenché une nouvelle révolution dans les mesures de sécurité des courses de stock cars. La perte d'un rival redoutable a été difficile pour Tony, mais par la suite, un autre rival, Dale Earnhardt Jr., est entré en scène. Avec la controverse existante entre les Stewart et Earnhardt, tout a commencé à s'actualiser. Comme son père, Dale Jr. était un coureur talentueux. Il rejoint Earnhardt Incorporated et se lance dans la course automobile. Il remporte la 2e place lors de la Daytona 500 de 2001, la course qui a coûté la vie à son père et blessé Tony Stewart. Il s'impose alors comme un redoutable rival de Tony. De même, les années précédentes, Dale Jr. était toujours opposé à Tony sur les circuits. Bien qu'ils aient partagé une certaine histoire en raison du père de Dale Jr. et des spéculations de Tony, il n'y a jamais eu de rivalité entre eux. Cependant, il est devenu le rival de Tony. Avec des sentiments minimums comme entre Tony et Dale Sr., leur rivalité portait plus d'animosité que de respect professionnel. Car le duo ne pouvait jamais avoir une conversation décente sans plonger dans des disputes enflammées. Leur rivalité et leur animosité se sont poursuivies au début de la carrière de Dale Jr., qui considérait Tony comme une tornade et était impatient de courir avec lui. Lors de leur course en 1988, les deux pilotes NASCAR ont eu une course houleuse à Pikes Peak International Raceway. Ils se sont vivement disputés lorsqu'ils ont été appelés dans le camion de la NASCAR. Cependant, ils se sont réconciliés quelques semaines plus tard à Milwaukee, lorsque Tony s'est approché de Dale Jr. et lui a serré la main en signe de paix, expliquant qu'il n'avait rien contre lui et qu'il espérait être son ami si Dale Jr. était amené à prendre part à la course. Expliquant qu'il n'avait rien contre lui et qu'il espérait devenir son ami si Dale Jr. le souhaitait également. Lors de l'un de ses podcasts, Dale a rappelé qu'il n'aurait jamais pris une mesure aussi audacieuse, qu'il respectait donc le comportement de Tony et qu'il considérait Tony comme un champion. L'avènement du stock car racing protégé d'une nouvelle ère. Anthony Wayne Stewart est né le 20 mai 1971 et a commencé sa carrière de pilote en karting à l'âge de 9 ans. En l'espace d'1 an, il remporte son premier championnat. Pendant son enfance, il a été fortement influencé par son père. Dès son plus jeune âge, il connaît le succès et remporte plusieurs championnats et compétitions. Après avoir participé à plusieurs compétitions et s'être fait un nom dans sa catégorie, il a reçu le titre de Rookie of the Year de l'USAC. 3 ans plus tard, il remporte le championnat USAC National Midget Series et le championnat USAC Silver Crown Series en 1995. Stewart devient le premier pilote à remporter la version USAC de la Triple Couronne.
en gagnant des championnats dans les 3 divisions majeures de l'USAC, National Midget, Sprint et Silver Crown. Les faits marquants de l'année ont été sa victoire au HUT 4 Crown Nationals. Avec l'avènement de l'Indy Racing League, qui avait pour but d'offrir des opportunités aux coureurs de base, Tony a trouvé sa voie dans la course IndyCar. Après des négociations infructueuses avec AJ Foyt Racing, il a signé au début de l'année 1996 pour l'équipe. Ménard en tant qu'ajout de dernière minute pour la saison initiale abrégée de 3 courses. Lors de ses débuts en IndyCar au Walt Disney World Speedway, Tony a mené Trent Sept tours et a terminé juste derrière son collègue Buzz Calkins. Il est désireux d'améliorer son classement en IRL au cours des saisons 1996 et 1997, mais il a souvent du mal à terminer. Il a fait plusieurs tentatives dans différentes courses, mais à chaque fois, il arrivait en 2e position ou ne gagnait même pas parfois. Il remporte néanmoins la première victoire de sa carrière à Pikes Peak, où il mène les 7 derniers tours d'une course de 200 tours et devient le principal prétendant au championnat de la série. Lors de cette course, une mauvaise chute a fait perdre la première place au leader Davey Hamilton. Tony a gagné suffisamment pour battre Hamilton et remporter le titre IRL. Il a ensuite participé à d'autres courses midget, avec plusieurs classements en 1997 et 1998. Ces 2 années lui ont permis de marquer des points au niveau national et de remporter les Copper Classics. Entre son passage à l'USAC et à l'IRL, Tony a gagné le surnom de Smoke parce qu'il a fait glisser le pneu arrière droit pendant les courses sur terre et a souvent fait exploser son moteur pendant son championnat de 1997, comme il l'avait fait les années précédentes. Il a participé à quelques courses de la Busch Series en 1998, mais cette fois, il courait pour Joe Gibbs, l'entraîneur des Washington Redskins, qui connaissait un grand succès avec Bobby Labonte dans la Winston Cup Series. Lorsque Tony a pu terminer les courses, il s'est classé dans le top 10 et a terminé à la 3e place à Charlotte. Les victoires et les courses de Tony ont impressionné Gibbs, qui l'a engagé pour piloter la majeure partie du programme Busch en 1998, afin d'accompagner un programme IRL à temps plein. Cette double tâche n'a pas affecté ses performances dans les 2 séries. En IRL, il a remporté 2 victoires et terminé 3e du championnat. Mais sa saison a été décevante puisqu'il a terminé dernier de l'Indy 500 en raison d'une panne de moteur. Néanmoins, dans les Busch Series, il a terminé la course dans les 5 premiers à 5 reprises en 22 départs. Il a failli remporter sa première Busch Series, mais il a été battu par Matt Kenseth qui l'a dépassé dans le dernier tour. D'un autre côté, Gibbs avait suffisamment confiance en Stewart pour le faire monter dans une équipe de coupe pour la saison 1999. Tony a mis fin à sa carrière de 3 ans en tant que pilote IRL à temps plein. Avec la fin de l'IRL, quel est le prochain objectif de Tony? Découvrons-le dans une nouvelle ère pour la NASCAR. La même année, Tony a commencé sa carrière en Coupe NASCAR avec un coup d'éclat. Lors des Gatorade Twin 125, ils se battent sur les pistes avec Dale Earnhardt, avec des mouvements de course courageux dans les derniers tours lorsque Dale mène. Cela a impressionné la foule et Dale lui-même. Il qualifie également sa Pontiac numéro 20, sponsorisée par Home Depot pour la Daytona 500. Dale remporte la course, mais Tony laisse beaucoup de monde choqué et impressionné par ses prouesses, qui lui permettent de rivaliser avec un coureur légendaire tel que Dale. Tout au long de sa saison de débutant, il a continué à impressionner les gens à chacune de ses performances. Il n'arrive peut-être pas en tête de la course, mais il remporte toujours plusieurs victoires et compte plus de fans et d'admirateurs. Plus tard, en 2000, il a commencé à avoir mauvaise presse en raison de ses incidents constants sur la piste. Il était connu pour son style de course agressif et sa courte durée de vie. Son tempérament n'était pas très accommodant, surtout avec les gens qu'il n'aimait pas, mais c'était un excellent coureur. Lors d'une course à Watkins Glen, il s'est accroché avec Jeff Gordon, ce qui l'a rendu mécontent de Jeff sur la piste. Cependant, en représailles, Gordon a fait un bump and run sur Tony pendant la saison 2001 à Bristol pour gagner une meilleure position à l'arrivée. Son plan a fonctionné,
Mais Tony s'est vengé en faisant un tête-à-queue à Gordon sur la pit road lors d'un incident après la course. Bien que Tony ait été mis à l'épreuve par la NASCAR, il a fait ce qu'il voulait à Gordon. Cela a provoqué une violente dispute entre Tony et Gordon après la course, qui a failli déboucher sur une bagarre. Son tempérament emporté lui a valu des ennuis, notamment des amendes et une mise à l'épreuve. Il était connu pour ses disputes avec les officiels de la course, ses infractions aux règles sur la piste ou ses plaisanteries avec les journalistes. Tout cela lui a valu une réputation de colérique, et il est devenu le bad boy de la NASCAR. La carrière de Tony s'est poursuivie pendant des années, avec des championnats, des gains, du prestige, de la réputation et de la popularité. Puis vint un autre accident en 2013. Lors d'une course de sprint au Southern Iowa Speedway, où une voiture de retard est partie en tête-à-queue devant lui. Il a foncé dans la voiture alors qu'elle était sur le côté, ce qui l'a fait basculer à plusieurs reprises. L'impact de cet accident lui a coûté les 2 os du tibia et du péroné dans la partie inférieure de la jambe droite. Ses blessures étaient si graves qu'elles lui ont fait perdre sa série de 521 coupes sprint consécutives, qui remontait à 1999, un an plus tard, alors que sa blessure était guérie à 65%. Il a couru le sprint illimité, mais a eu un autre accident où 9 voitures sont entrées en collision, y compris la sienne. Bien qu'il ait été transporté hors de la piste, il a pu sortir seul de sa voiture sans aucune douleur. Sa jambe n'a pas été touchée. La même année, il a repris les courses de voitures sprint avec son numéro 14 Sprint Car, la même voiture qui lui a cassé la jambe. L'amour de Tony pour les courses de sprint était trop immersif pour le quitter, même après quelques os cassés. Ses blessures passées lui ont valu d'être critiqué pour ne pas avoir les mêmes prouesses et la même agilité qu'autrefois. Mais il a fait taire ses détracteurs en dominant une fois de plus et en remportant une course de sprint, car au Tri-City Motor Speedway. Ce retour est à la fois surprenant et satisfaisant, car il ne déçoit pas les fans qui l'attendaient. 2 ans plus tard, Tony se blesse au dos en faisant du dune buggy à l'extérieur de San Diego. Plus tard, il a été annoncé qu'il souffrait d'une fracture de la vertèbre lombaire, ce qui l'a empêché de participer à la course Daytona 500. Après ses traitements, il a repris la course, mais n'a jamais pu la terminer. Sur les conseils de son médecin, il n'était pas autorisé à terminer une course, si bien qu'il changeait souvent de coéquipier. Lors d'une autre course, il est impliqué dans une controverse, alors qu'il affronte son ancien coéquipier Ryan Newman pour la Dix et place. Il renverse Newman dans le 3e virage, provoquant un carambolage de 5 voitures, ce qui met fin aux chances de Newman de remporter la course. Sa quête d'un 4e titre s'est arrêtée à cause de ses mauvais résultats, ce qui l'a éliminé dès le premier tour de la course. Cependant, Tony a mis fin à sa carrière de 18 ans en compétition de coupe, où il a terminé 22 et lors du Ford EcoBoost 400 2016, où il avait 2 tours de retard. Plus tard, il a été intronisé au Hall of Fame de l'USAC pour sa brillante carrière dans cette discipline. Parallèlement à son étonnante carrière de pilote, il est propriétaire d'une équipe de sport automobile appelée TriStar Motorsports. Il est également à l'origine de la fondation Tony Stewart, dont les fonds sont destinés à aider les enfants souffrant de maladies chroniques et les pilotes blessés dans le cadre d'activités sportives. En raison des dangers qui entourent les sports mécaniques, de nombreux pilotes et coureurs finissent par souffrir de maladies et de blessures qui nuisent à leur vie. La fondation aide ces anciens pilotes à retrouver une vie normale. Tony a épousé sa femme, Leah Pruitt, une coureuse de dragsters américaine semi-retraitée, le 21 novembre 2021 au Mexique. Ensemble, ils ont accueilli leur fils, nommé Dominic. 3 ans plus tard, le couple s'est d'abord lié pendant le lockdown grâce à leur amour et à leur dévouement pour la course automobile. Tony a déclaré que le fait d'avoir un partenaire de vie qui aime la course et qui est aussi un coureur était un bonheur. Ils pouvaient se comprendre et raisonner l'un avec l'autre. Avec la mauvaise réputation de Tony d'être colérique et à court d'idées, a-t-il déjà eu un différend avec Dale Earnhardt? Partagez vos opinions dans les commentaires.